Bonjour à tous, moi c'est Antoine Chauffru. J'ai la chance de co-hoster le podcast 100 milliards qui a été créé par Monia RK. Notre objectif c'est de filer à tout le monde le meilleur des neurosciences pour prendre des meilleures décisions, avoir une vie plus alignée, plus éclairée. Ce que moi j'adore faire dans ce podcast, c'est rencontrer des gens que je trouve intéressants, comprendre qu'est-ce qui les a amenés là, quelles décisions ils ont dû prendre et comment est-ce qu'ils pourraient partager des choses à l'audience. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Ulysse Lubin. Peut-être que vous le connaissez, en tout cas il a pas mal percé, on l'a beaucoup vu suite à son tour du monde et tout un tas de défis dont tu pourras nous parler. Tu te présenteras beaucoup mieux que ce que je peux faire, donc je te laisse démarrer par ça. Eh ben, avec plaisir, merci pour l'invitation Antoine. Du coup, tu veux que je me présente ? Ouais. Du coup, je m'appelle Ulysse. En 2020, j'ai tout plaqué, ma vie parisienne. J'ai quitté mon job, mon appart, la plupart de mes affaires. J'ai ouvert un sac à dos, dedans j'ai mis 75 objets. Je suis parti à travers le monde relever 100 défis. Ça m'a occupé pendant bien 5 ans. Donc j'ai eu l'opportunité de pas mal bourlinguer, de faire pas mal de bêtises à droite à gauche. Et j'ai documenté toutes ces aventures sur Internet. Soit sur YouTube, sur LinkedIn, sur même TikTok, Instagram, dans ma newsletter. J'ai publié un livre aussi, à mon retour, qui s'intitule 1000 jours en quête de sens, chez Albin Michel. Et depuis 1 an, j'essaie de me calmer un petit peu, 1 an et demi. Je sentais que j'avais besoin de m'ancrer. Voilà, donc j'ai commencé par construire une petite maison dans la forêt, en Charente-Maritime, tiny house, hexagonale. Voilà, on s'est fait plaisir. Ça fait partie des défis ou... C'était un défi, voilà, construire moi-même. Après, il y a un charpentier qui est venu m'aider, un compagnon qui s'appelle Alexandre, qui était pareil, très bon délire. On a passé 2 mois ensemble, enfin 1 mois et demi, on va dire, à construire tous les jours cette tiny, découper chaque planche et tout. C'était trop bien. Moi, j'étais nul, je savais pas planter un clou. Et en fait, on s'est lancé ce petit défi-là. Et j'avais prévu d'en faire un peu un QG entre 2 voyages. Entre-temps, j'ai rencontré l'amour. Cette envie de paternité a commencé à devenir de plus en plus forte. Et je m'accompagne aussi. Et est tombée enceinte, on a eu un bébé, on a décidé de s'installer sur Marseille. Et donc là, depuis on va dire 1 an, je suis un peu plus stable, un peu plus posé. Et je suis dans une nouvelle phase de vie où je range un peu cette divergence que j'ai eue pendant plus de 1000 jours même, à travers le monde. Et je rentre un peu en convergence, c'est-à-dire essayer de construire des choses. J'ai passé beaucoup de temps à déconstruire, beaucoup de croyances limitantes, d'idées reçues, de ce qu'on devait faire avec la vie. Et là, j'essaie de construire un peu mon héritage, ma philosophie de vie, mon business aussi, tu vois. T'as déjà posé les mots dessus ? Ouais, ça s'appelle supranormal. Ouais, mais en philosophie de vie et en héritage, avant qu'on vienne sur tes prochains projets ? Ça s'appelle supranormal, ouais. Okay. C'est un peu la philosophie de vie que j'essaie de développer. Okay. Avant même d'en faire le nom d'une boîte, j'ai passé un certain temps à écrire un manifeste qui essaie de dire c'est quoi le principe par lequel j'ai été animé ces dernières années, tu vois. Je ne vais pas dire que c'est ma philosophie de vie au sens large, parce qu'il y en a plein, tu as plein d'inspirations, tu vois, tu peux t'inspirer par le minimalisme, par différentes choses, le stoïcisme ou autre, mais j'ai essayé de trouver un peu mon mot, mon approche de tout ça, du développement personnel. Et supranormal, ça veut juste dire au-delà du normal. Et c'est un peu ce que je poursuivais dans mes défis, c'est ce que j'essaie de faire depuis toujours, c'est dans ma boîte aussi, tu vois, dans mon couple, dans mon quotidien. Et là, c'est intéressant de l'explorer dans une vie plus stable, tu vois. Ouais. Parce que c'est facile quand tu vas en Thaïlande de faire un combat de Muay Thai ou quoi, de paraître supranormal, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire de l'incarner au quotidien quand tu viens à Marseille, que tu changes des couches et que tu vas t'entraîner au Basic Fit, tu vois. Ça, c'est ce que j'explore en ce moment. Et alors, ça voudrait dire quoi ? Eh ben, ça veut dire d'être particulièrement alerte sur ton mode par défaut déjà, et de voir comment dans ce cadre-là, tu peux réussir à avoir une vie qui est libre, qui est intense et qui est alignée. Le problème, c'est pas d'être... comment dire ? C'est pas d'avoir une vie classique, stable ou autre. Tu vois, tu peux être salarié et kiffer ta life, quoi. Le problème, c'est d'être désaligné et de te sentir enfermé dans un cadre qui te correspond pas et d'avoir un peu l'impression de passer à côté de ta vie, tu vois. Et donc ça, c'est le normal. Ce que j'appelle le normal, c'est ce déguisement qu'on met de peur de changer, de peur de froisser les gens, de peur d'être jugé, etc. Et moi, c'est ça que j'essaie de dépasser, tu vois. Aller au-delà de ce normal-là pour vibrer, pour résonner, pour allumer des flammes chez d'autres gens, pour tu vois, inspirer les autres à... D'où ça vient ? À se lancer, etc. Je sais pas. Ça a été quoi l'élément déclencheur au début ? Parce que
Donc nous, on s'était croisés avant que tu partes en voyage. Et je me souviens un petit peu de notre rencontre et de l'image que j'en avais retenue. C'était c'est quelqu'un qui a envie d'un gros niveau de conscience des choses, veut pas d'injonction ou de normes. Mais je m'étais pas dit, ah bah, du coup, il va sortir de l'ordinaire, il va faire des trucs de fou, parce qu'on en avait sûrement pas parlé. Et du coup, je suis assez curieux de ce moment initial soit de réalisation, soit de mise en mouvement, quoi. Ben, ça vient. C'est pas si simple. Je sais pas s'il y a. Je pense qu'il y a plusieurs moments de bascule quand même. Ça, c'est un sujet que j'adore, tu sais, les moments. Je sais pas si on en avait parlé, je sais plus. On avait fait un run ensemble. C'est un sujet que j'adore. C'est tu traces un peu une timeline de ta vie. Ouais. Et tu essaies de regarder où est-ce qu'il y a eu des moments où ta vie elle a pris une direction radicalement différente. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire, tu pourrais imaginer un peu tous les chemins de vie possibles. Toi, t'en choisis un, et puis à un moment donné, paf, tu fais un. Comme un arbre, quoi. Tu fais un angle droit, ouais, c'est ça. Et les angles de bascule, il y en a eu plein, tu vois. Il y en a parfois, tu les sous-estimes. Je te donne un exemple. Quand j'étais en prépa, à un moment donné, je voulais être pilote de ligne et j'ai fait le concours, je crois, de l'ENAC ou je sais plus quoi. Et il y avait une note éliminatoire à 10 sur 20. Et je fais tous les concours et j'ai des super notes en maths, en physique, machin. Mais j'étais un peu une quiche en anglais à l'époque. Et j'ai pris 9, je crois, sur le QCM d'anglais. Et je me dis, putain, j'aurais coché une case à côté. Autant j'aurais pris 10, je serais pilote de ligne et je serais là en mode Ladies and gentlemen, welcome on board, tu vois. Et j'aurais pas du tout cette vie-là. Ouais. Donc je pense qu'il y a plein de petits moments de bascule comme ça. Pareil, quand j'étais au lycée, j'avais envie d'être militaire. Enfin, d'être pilote d'hélicoptère surtout. Et j'avais deux choix, aller dans le privé, mais ça coûtait une blinde, ou aller à l'armée, à l'aviation légère de l'armée de terre. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre rendez-vous à la caserne d'Avignon, je crois que c'était. Et j'ai eu un rendez-vous avec un gars que j'ai trouvé assez détestable, tu vois, qui m'a pas du tout envie de rejoindre l'armée. Ouais. Et je me suis dit, ce jour-là, je serais tombé sur un passionné, j'aurais sûrement signé, tu vois. C'est vrai. Et donc, tu as des moments de bascule comme ça qui se jouent à pas grand-chose. Et donc, je pense qu'il y en a eu plusieurs, tu vois, en école d'ingénieur. J'ai participé à un hackathon, j'ai gagné un concours de start-up. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on m'offre un chèque et des bureaux, vas-y, je me lance dans les start-up, quoi. Et donc, à la fin de tes études, tu lances une boîte ? Ouais, j'ai lancé une boîte et j'ai pas travaillé direct, tu vois. Ok. J'ai lancé une start-up que j'ai plantée 3 ans plus tard. Et après, j'avais plus de sous du tout. Je suis parti en voyage en Amérique latine en solo. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais m'amuser pendant 2 mois, je vais faire n'importe quoi, je peux être qui je veux et me sortir un peu de cette identité du mec qui avait planté sa boîte en France, tu vois. Je suis revenu en France parce que j'avais plus d'argent du tout. Et à un moment donné, pareil, moment de bascule, je me suis dit, tiens, j'ai besoin d'extérioriser ce que je fais. Donc, j'ai ouvert un blog, j'ai commencé à écrire un article qui s'appelait On s'est bien planté. Je me souviens à l'époque, j'étais retourné chez ma mère, tu vois, j'avais 25 ans. Je lui montre l'article, elle dit, mais publie pas ça, tu vas te mettre plein de gens en porte-à-faux. Enfin, je tire un peu sur toutes les erreurs que j'avais fait, mais du coup aussi sur les environnements dans lesquels j'étais allé, qui me correspondaient pas et tout ça, dont les incubateurs, etc. Et ma mère me dit, publie pas ça. Et moi, je dis, vas-y, je le publie quand même, tu vois. Et en fait, le post a buzzé, il a fait je sais pas, des centaines de milliers de lectures. J'ai reçu 40 propositions d'emploi dans la semaine. Et il y avait une boîte qui me proposait un chèque de 3 000 euros si je démarrais le lundi d'après. J'avais 0 euros sur mon compte en banque, pardon. Moment de bascule, je dis, vas-y, j'arrive à Paris, tu vois. Et voilà. Et après, à Paris, là, je me suis retrouvé dans le salariat pour la première fois. Et en fait, c'était pas fait pour moi. Travailler de 9h à 19h, 20h le soir. Alors, c'était intéressant, tu vois. J'ai vu ce que ça voulait dire de vraiment travailler dans une start-up par rapport à ce que moi, j'avais fait dans la mienne. Mais je me sentais pas à ma place. Et là, j'ai dans mon livre, je parle d'une petite boule noire. C'est peut-être ça, tu vois, l'élément déclencheur. Mais est-ce que c'est celui-là uniquement ou est-ce que c'est pas c'est un faisceau de choses. Ouais, t'as un faisceau de choses. À chaque fois, on cherche toujours dans le storytelling le grand moment. Et moi, le premier, tu vois, dans mon bouquin, mon élément déclencheur, c'est cette petite boule noire qui arrive quand je suis en poste à Paris et où je me sens plus aligné, où je suis dans ma douche et je la vois, cette petite boule noire, tu vois, qui tourne autour de moi et qui a un peu l'incarnation de mes idées sombres, un peu, tu vois. Dès que je la vois, je suis pas heureux. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Ça me pèse. Et Ce qui est dingue, c'est que, en tout cas, de l'extérieur, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu un. J'aime bien l'image des rails, de dire en fait, la vie pas alignée, c'est une vie où tu es sur les rails de quelqu'un d'autre. Et là, j'ai l'impression que toi, tu as cherché parfois de la rigueur, avec l'armée, avec ce que tu pouvais aller, pilote de ligne, etc. Et parfois beaucoup plus de liberté. Et j'ai l'impression que tu oscilles continuellement entre ces trucs-là, et que c'est dans cette oscillation que tu trouves parfois ta boule noire, parfois ton plaisir. Ouais, bah c'est
un peu en mode exploration, tu vois. C'est comme là, les voyages et là, maintenant, devenir sédentaire, on va dire, semi-sédentaire. Oui, parce que tu as fait Bouge pas 5 ans de mal. nomadisme, en fait. Et... C'est ça, ouais. Et mais tu vois, la petite boule noire, c'était mes premiers congés payés. Je pars au Kirghizistan. Ouais. Et là-bas, il n'y a plus ma petite boule noire, quoi. Et c'est là-bas où je me dis, est-ce que ma vie, ce serait pas ça, tu vois? Et je vois des gens, des nomades, je vais dormir chez eux, je fais une intoxication alimentaire là-bas, je traverse le pays à cheval, je grimpe des montagnes, je suis en mode, mais what the fuck, ça peut pas être ça ma life. Et j'en ai fait ma vie pendant 5 ans. Et jusqu'à voir l'autre penchant de cette vie-là, tu vois, avec toute l'énergie que ça prend de devoir chercher où est-ce que tu vas dormir, le prochain pays où tu vas aller, le prochain défi. Et à la fin, je faisais presque des défis pour créer du contenu et plus vraiment parce que j'en ressentais le besoin, tu vois. Alors qu'au début, j'avais beaucoup de choses à me prouver, j'avais envie d'explorer des choses, de montrer que tout peut s'apprendre, de dépasser mes barrières mentales, etc., tu vois. Mais une fois que je suis allé en Antarctique, j'ai dit bon, je peux plus aller beaucoup plus loin. C'est quoi ma quête, quoi? C'est quoi la prochaine étape, tu vois? Et la prochaine étape, c'était de m'installer, quoi. Et du coup, tu penses qu'il y a eu... En fait, ça a fait quête d'épanouissement intérieur, puis ensuite quête de validation externe, et t'es revenu sur une quête d'épanouissement intérieur, en fait. En disant, bah, tout ça, maintenant, je le fais plus pour moi, je m'y retrouve plus. J'aimerais te dire que oui, je le fais que pour l'épanouissement interne, intérieur, mais je pense qu'on est tous drivés par Le besoin d'appartenance. un besoin d'appartenance, un besoin de reconnaissance, l'envie de se prouver des choses, de prouver des choses à d'autres gens. Je pouvais faire des défis que je trouvais très ambitieux, où j'étais très fier de moi. Si derrière, ils allaient flopper sur YouTube, j'allais être dégoûté, tu vois. Ouais. Ce que je comprends. Et à l'inverse, j'ai fait des trucs moins ouf, mais qui ont pété, j'étais content aussi. En fait, ça fait partie d'un même tout, quoi. J'aimerais bien être Bouddha et dire je me fiche du jugement des autres, tu vois, mais c'est pas vrai. C'est comme quand je publie un post sur LinkedIn, s'il marche pas, je vais être un peu deg. Après, maintenant, avec l'expérience, je vais moins le prendre personnellement, tu vois, ou si quelqu'un m'insulte sur les réseaux, je m'en fous. Mais moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est comment tu peux trouver un alignement entre ce que tu fais pour être successful, pour gagner de l'argent, pour plaire aux autres, et ce qui te fait vibrer, ce qui te fait kiffer aussi au quotidien, tu vois. Ouais. Parce que réussir à s'affranchir complètement de tout ça, c'est super dur. Et je sais même pas si c'est souhaitable. C'est peut-être une quête de la vie, tu vois, une sorte de chemin, mais il n'y a pas vraiment de ligne d'arrivée. Moi, je me dis plutôt, enfin, en tout cas, mon quotidien, c'est d'aider des gens à se dire, je me sens à ma place, et parce que je suis proche de qui je suis, j'ai beaucoup plus d'impact, je rayonne plus, j'ai un meilleur leadership, plus d'impact autour de moi, je touche plus les gens, etc. Ouais. Bah, je trouve qu'il y a presque plus de satisfaction à impacter positivement le quotidien des 10 personnes les plus proches autour de toi que presque 1 million de personnes en ligne, tu vois. Ouais. Tu vois, je les ai fait. Tu peux le mesurer, en fait. Enfin, c'est-à-dire que tu vois l'impact concret de tes actions sur les gens. Ouais, puis tu le vis vraiment. Ouais, c'est ça. Enfin, tu le vis pas au travers du virtuel. C'est génial, tu vois, d'inspirer plein de gens à faire plein de choses et c'est trop bien et j'adore, tu vois, recevoir des messages, gens qui me disent ouais, grâce à toi j'ai lancé ma boîte, grâce à toi je suis parti voyager, je suis allé faire telle ou telle aventure et c'est trop bien. Mais t'as toujours une forme quand même un peu de détachement, et surtout avec le temps. Je finis par dire bah écoute mec, c'est trop cool et tout, c'est génial, mais moi ça me drive. Ça touche plus, quoi. C'est pas que ça me touche plus, c'est que c'est moins un carburant qu'au début. Okay. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus drivé par voir quel impact je peux avoir d'un point de vue plus local, quoi. Ce que j'allais dire, en fait, c'est lié à ton besoin d'ancrage, le fait que tu arrives à Marseille, que tu choisisses de sortir du nomadisme. Tu vois, moi, je me suis toujours dit, ce qui a le plus de valeur, c'est de partager ce que je suis en train de faire avec des gens qui sont un petit peu en avance de moi et un petit peu en retard. Et pour moi, ça, c'est le truc le plus intéressant parce que c'est là où tu as le plus d'échanges, le plus de profondeur, de vérité et aussi d'intensité. Et c'est pour ça que en arrivant à Marseille, tu vois, j'ai lancé des dîners d'entrepreneurs, mais j'ai l'impression que tu fais un peu la même chose. C'est de te dire, bah en fait, je veux grandir, mais je veux grandir avec les gens autour de moi. Et je veux pas juste grandir tout seul. Ça n'a aucun sens que je sois tout en haut de ma montagne et que je sois tout seul là-haut à regarder un peu. Bon bah super, c'est sympa, mais it's lonely at the top, quoi. Ouais, c'est clair. C'est comme quand tu joues à des jeux, tu vois, c'est plus sympa de gagner à plusieurs, quoi. Ouais. Mais on a parlé de ça avec Pierre Le Buon que j'avais interviewé sur le podcast. C'est-à-dire quoi gagner au jeu de la vie? Bah, déjà, pour pouvoir gagner, il faut qu'il y ait des règles, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des règles? Bah, socialement, il y a des règles. Mais ça veut pas dire que c'est celle qui... C'est des fictions, ça. Ouais. C'est le... Mais
je pense que c'est à chacun de créer ses propres règles et de décider qu'est-ce que ça veut dire pour lui de gagner, tu vois. Et je pense que c'est là où tu as un vrai avantage concurrentiel, on va dire, ou en tout cas un vrai edge, je trouve. C'est que très tôt, par rapport à la norme, on va dire, tu as su que le système et ce qu'on te proposait n'était pas vraiment pour toi. Et moi, ce qui m'avait impressionné, et c'est ça qui inspire, en fait, je pense, ton audience, c'est que très tôt, tu as pris des décisions qui étaient un peu soit contrariantes, soit pas dans l'ordre des choses. À quel point c'était nécessaire pour toi Enfin, tu vois, j'ai l'impression que tu as ce truc de je vais rechercher l'épanouissement et en même temps, je peux juste tellement pas me retrouver dans le quotidien et dans ce qu'on me propose que il faut que je fasse différemment. Je sais pas si c'est un côté contrarian, parce que je connais des gens contrariennes et je me reconnais pas dans cette personnalité, tu vois. Alors, pas contrarian pour aller à l'inverse d'eux, mais Ouais. plutôt faire différemment. J'ai capté, ouais. Mais mon but, c'est pas de regarder comment est construit le système et me dire, vas-y, je vais faire tout l'opposé. Ok. D'ailleurs, quand j'écrivais le manifeste de Supranormal, je me suis vachement questionné sur qu'est-ce que c'est le normal, qu'est-ce que c'est le supranormal et qu'est-ce que c'est l'anormal aussi, tu vois. Et me dire, le piège, c'est pas de devenir anormal, de se marginaliser, de devenir hors système, parce qu'on vit dans une société, tu vois, et on vit ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, dans ce cadre-là, comment on peut le remodeler à notre image pour pouvoir aimer ce cadre, en tout cas en profiter et gagner, on va dire, au jeu, si tu veux, à l'intérieur de ce cadre, quoi. Pour moi, c'est le supranormal, tu vois. C'est le piège, c'est la normale. Et en fait, quand tu parlais d'edge ou de comprendre tôt, moi, je pense que le truc que j'ai compris tôt, c'était que j'avais un besoin de déconstruire fort avant de me dire qu'est-ce que j'ai envie de construire, tu vois. Et je me suis autorisé à déconstruire. Et ça, c'était le point, je pense, qui m'a vachement drivé pendant ces différentes années, tu vois. Parce qu'on grandit tous avec des schémas mentaux, des choses héritées, du transgénérationnel, tu vois, pour ma mère, il fallait que je fasse S, puis que je fasse une maths sup, maths spé, puis que j'aille en école d'ingénieur, puis ci, puis ça. Et j'en étais arrivé à négocier en mode, quand je serai ingénieur, je pourrais faire ce que je veux, c'est bon, je peux partir voyager, tu vois. C'est drôle, mon frère, il a fait exactement ça. Il a fini son école d'ingé et puis il est parti en voyage. Ouais, tu vois. Il est aujourd'hui photographe. Mais c'est ça. Mais pour arriver photographe, il a fallu déconstruire aussi certaines attentes et plein de choses, tu vois. Donc, et accepter qu'on va potentiellement pas être dans la loyauté et qu'on va ressentir de la culpabilité, mais qu'en fait, c'est que comme ça qu'on peut trouver notre place. Oui, c'est ça. Et que tu vas pas forcément faire ce que les autres attendent de toi. Et que c'est un travail interne de savoir qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie de vivre. Comment tu as fait ce travail ? Tu as été accompagné ? C'était surtout d'introspection ? Comment j'ai fait ce travail ? Bah, ça a été progressif. Déjà, quand j'étais à Paris là, avec ma petite boule noire dans cette start-up, je sentais que je n'étais pas à ma place, tu vois. Et donc, j'avais un mal-être qui grandissait en moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre des petites décisions du genre, vas-y, le samedi soir, j'arrête de sortir, de me mettre des cuites pour pouvoir me lever tôt le dimanche matin, aller dans un café et écrire sur mon blog que je venais d'ouvrir suite à l'article où j'expliquais que j'avais planté ma boîte. Vu qu'il avait bien pété, je m'étais dit, bah, peut-être que j'ai un truc avec l'écriture, je vais explorer ça, tu vois. Ouais. Mais c'est un peu un hasard. Si cet article n'avait pas marché, autant j'aurais pas creusé l'écriture. Okay. Surtout que j'étais nul en français à la base, tu vois. J'ai eu 8 et 8 au bac de français, à l'oral et à l'écrit. Ma mère, elle m'a foutu dehors en me disant, c'est pas possible, mon enfant, il va rater sa vie, etc. Et aujourd'hui, je suis même presque plus littéraire que scientifique, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un sujet, et ça, je l'ai compris beaucoup plus tard, en faisant des stages, notamment. Enfin, j'ai un thérapeute qui s'appelle Éric Leroy, qui est un mec qui a la soixantaine passée, qui a un site web éclaté, mais et il fait des stages comme ça, en immersion. Moi, je suis parti une semaine avec lui dans le Sahara. Je fais aussi une semaine de stage sur l'amour dans son lieu, là, au milieu de la France. Là, je sais plus quel coin paumé où il est, mais c'est magnifique. Et il fait des stages sur l'ego, sur la peur, sur la mort, sur différents sujets. Et lui, c'est un psychologue ? Il n'est pas psy, il est thérapeute de terrain, j'ai envie de dire. Okay. Pareil, il a voyagé à travers le monde, il a fait plein de choses, et puis après, il s'est intéressé à énormément de méthodes et de pratiques. Et en fait, il s'est mis à accompagner les gens, et ça fait des dizaines, je sais pas, 30-40 ans qu'il aide les gens. Que ce soit mieux communiquer dans leur couple, à recaler leur ego, à s'enlever toutes les peurs qui sont inauthentiques, enfin, toutes ces choses-là. Et en le côtoyant, on parle beaucoup, tu vois, des
des, des identités que l'on se construit et de tous ces rôles que l'on a. Et ce que dirait Eric, c'est que le danger, c'est pas grave de se mettre dans un rôle à un moment donné, de se mettre un masque parce que ça peut être utile, mais le danger, c'est de cristalliser une identité parce que tu la répètes tout le temps. Et c'est ce qu'on fait en permanence, typiquement avec notre job, tu vois. Moi, j'aurais pu dire, bah voilà, je suis ingénieur, donc je vais être ingénieur, tu vois. Donc ça aurait pu être une identité forte chez moi, comme ça l'est chez quasiment tous mes potes de promo, tu vois, qui sont ingénieurs. Mais moi, je m'étais dit, est-ce que je pourrais pas être entrepreneur et changer cette identité-là, tu vois. Et donc, le souci, c'est quand on passe notre vie à se cristalliser dans une identité, après on se bloque à l'intérieur, et ça arrive donc on a parlé du taf, ça peut être une maladie, tu peux dire, je suis bipolaire, donc c'est comme ça, tu vois. Mais j'ai une pote comme, par exemple, Léa Vigier, qui est bipolaire, et qui a décidé que elle irait gravir un 7000 mètres, qu'elle irait plonger à 30 mètres de profondeur et qu'elle arriverait à trouver une manière de fonctionner avec une vie qui est quand même un peu aux extrêmes, tu vois. Donc elle a décidé de ne pas se laisser définir par ça pour se construire une vie sur mesure. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et en fait, le vrai risque, c'est de croire tellement en l'histoire qu'on se raconte qu'on est enfermé par celle-ci, quoi. Exactement. C'est ça la cristallisation d'identité. Et une identité, c'est une fiction. Ça n'existe pas. T'es pas vraiment ingénieur. Enfin, on s'en fout. Ingénieur, c'est un titre, mais c'est un titre qu'on s'est mis tous d'accord qu'à un moment donné, ingénieur, ça voulait dire ça, tu vois. Mais la nature, elle a pas d'ingénieur. On s'en tape, tu vois. Ça veut rien dire. C'est comme est-ce l'argent. qu'aujourd'hui, tu prends une identité ? Est-ce que tu as l'impression de porter une identité qui te met en mouvement, qui t'amène là où tu as envie d'être ? Ou est-ce que... Ouais, à fond. C'est des masques. En fait, tu peux choisir des identités qui veulent t'amener au point où tu as envie d'aller, mais le piège, c'est de pas rester enfermé dedans. Donc, pendant un moment, j'avais l'identité du créateur LinkedIn. Tu vois, je publiais tous les jours dessus. Puis au bout d'un moment, j'ai passé 100 000 abonnés. Je voyais que c'était intéressant, ça m'avait mis à l'écriture, ça m'a donné énormément de rigueur, de discipline, de comprendre plein de choses sur le copywriting et tout ça. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je publie sur LinkedIn, tu vois ? C'est plus toi. C'est pas que c'est plus moi, mais c'est que j'ai moins de drive pour ça. Donc maintenant, je publie peut-être une fois par mois, tu vois. Et puis peut-être que dans Supranormal, à un moment donné, je vais retrouver une utilité au fait de publier sur LinkedIn et je vais récupérer cette facette qui va m'être utile à nouveau, tu vois. Et je vais remettre un coup de collier là-dessus, tu vois. J'ai eu l'identité explorateur à un moment donné, l'identité un peu écrivain, où là je me suis mis dans ma bulle, j'ai écrit 10 heures par jour sur mon bouquin, tu vois. Donc là, tu peux explorer plein d'identités, et c'est un peu comme un couteau suisse, tu vois, tu les sors, puis après tu peux les ranger. Le problème, c'est quand tu es toujours avec le même, c'est coincé, que t'arrives plus, en fait, tu peux plus incarner d'autres personnages, et c'est là où tu t'enfermes dans une vie. Alors si ta vie, elle est parfaitement alignée, c'est ce que tu adores, génial, mais le piège, c'est qu'on évolue, on apprend des choses, et parfois on a envie d'explorer de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, de nouvelles idées. Et quand on est cristallisé, on s'en empêche, quoi. En psychosocial, il y a un chercheur qui avait parlé justement des facettes identitaires, et il disait que, en fait, une personne, c'est une boule à facettes. Et on est un condensé de 1000 identités différentes. Ah, c'est pas mal, ça. Et c'est dommage de se réduire à une seule, un miroir, tu vois. Ouais, plutôt qu'avoir l'ensemble de la boule à facettes avec tout ce que ça représente, comme reflets différents, comme regard un peu différent sur le monde, etc. J'avais trouvé ça vachement chouette. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est de reconnaître l'utilité de chaque facette aussi. Oui. Ça, c'est un exercice qu'on avait fait dans le stage sur l'amour, je crois, avec Eric. C'était de... Le stage, tu l'avais fait tout seul ou tu l'avais fait avec ta partenaire ? Non, je l'ai fait avec Valentine, ouais. Et c'est trop bien, elle était enceinte en plus, donc on a pu grave travailler sur plein de sujets autour de la communication et de qu'est-ce que ça veut dire, l'amour déjà au sens large, et après quand tu l'appliques à l'amour de soi, premièrement, ensuite l'amour de l'autre, et ensuite l'amour du monde, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux faire par amour, et pas que par intérêt ou pas que par cupidité ou autre. Ou dénué d'ego. Dénué de... Parce que moi, je mets derrière, dans ce cas-là, c'est peut-être le décentrement, de dire je fais pas les choses que pour moi. Tu peux avoir de l'ego tant qu'il est calé. C'est pas mauvais, par exemple, d'apprendre à s'aimer, tu vois, par ego. Je dirais plutôt, je sais pas si c'est dénué d'ego, je dirais en tout cas dénué de conditions. Quand tu aimes profondément quelqu'un, c'est inconditionnel, tu vois. Ouais. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conditions dans la relation, mais tu peux aimer quelqu'un et par exemple ne plus être en relation avec. C'est deux choses différentes, tu vois. Et donc l'amour, tu vois, t'as un enfant, donc je pense que tu vois ce que c'est quand il te réveille au milieu de la nuit, tu comptes pas le score en mode papa il s'est levé 3 fois, donc aujourd'hui tu vas bien faire tu vas être sage, tu vois. C'est pas ça, c'est inconditionnel, tu vois. C'est-à-dire c'est ingrat quelque part, mais c'est génial. Et donc typiquement dans le couple, c'est un gros sujet parce qu'en fait souvent on est amoureux mais on n'aime pas forcément, on n'aime pas vraiment parce qu'on a des conditions.
dans ce que l'on aime de l'autre, tu vois. Tu peux donner un exemple ? Pas forcément qui t'est personnel, mais... Ben, quand tu commences une relation avec quelqu'un, tu vas aimer certaines de ses facettes qu'elle va te montrer. Ouais. Et tu peux tomber amoureux de ses facettes. Mais l'aimer entièrement, sans condition, c'est accepter toutes ses facettes telles qu'elles soient, tu vois. Et pas dire ça, j'aime pas ça chez toi, j'aimerais que tu changes, ou ne pas avoir d'attente sur ce que la personne devrait devenir, tu vois. Ça, c'est l'amour. Après, dans la relation, il peut y avoir des conditions. Dire, par exemple, moi, j'aimerais avoir un enfant, si toi, t'en veux pas, cette condition n'est pas remplie, donc je n'ai pas envie qu'on poursuive cette relation, tu vois. Oui, ça veut pas dire que je t'aime pas. Ça veut pas dire que je t'aime pas. Par exemple, tu peux avoir des parents qui se séparent, ils n'ont plus de relation de couple, mais ils continuent d'avoir une relation de parentalité. Ils peuvent continuer de s'aimer, d'ailleurs. C'est pas un problème, c'est juste qu'ils peuvent plus vivre ensemble pour plein de raisons. Bref, c'est un peu tout ça qu'on essaie d'explorer, et on avait fait un exercice, on avait listé toutes nos facettes. Ouais. Et après, on avait un peu entouré toutes les facettes qui nous dérangeaient le plus. Chez toi ou chez l'autre ? Chez nous. Et après, on a fait aussi l'exo avec l'autre, mais chez nous. Et l'enjeu, c'était de trouver l'utilité de chaque facette. Et se dire, à un moment donné, cette facette a été utile pour moi. Ce qui n'est pas si simple. Je te donne un exemple. Il y a des choses où c'est facile. Tu vas dire, je suis un perfectionniste. Bon, il y a des fois où ça a été utile, tu vois. D'autres fois où ça l'a pas été. Imagine, je sais pas, t'as trompé quelqu'un un jour. Ça a été une facette de toi. Ouais. En quoi ça a été utile, tu vois. Et là, c'est le moment où tu te remets les manins. Je te dis, peut-être qu'en fait, c'était révélateur d'une situation dans laquelle j'apprenais pas à communiquer, j'étais pas bien, je sais pas si, ou mes besoins étaient pas comblés, ou je sais pas, tu vois. Moi, j'ai une croyance très forte, c'est que les choses arrivent pas par hasard. Et quand ces trucs-là, par exemple, arrivent, qui n'est pas forcément agréable, en fait, ça veut dire quelque chose de toi, de ce que tu es en train de vivre, même si tu n'en as pas conscience. Et du coup, l'adultère, en fait, c'est un reflet de quelque chose qui n'est pas comblé, un de tes besoins qui n'est pas comblé dans la relation. Oui. Et comme par hasard, au moment où ça arrive et que tu ressens ça, il y a quelqu'un qui se présente sur ton chemin et que tu trouves attirant et t'es en mode, j'avais pas prévu, mais en fait, c'est juste un symptôme ou un indicateur, un message. Oui. Qui a son utilité, même si c'est dur de l'accepter parfois, tu vois. Surtout quand après ça peut créer des dramas, ça peut casser des familles ou plein de choses, quoi. Ouais. Moi, je suis en pleine préparation de mariage en ce moment. Et évidemment, ça te bouscule, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça nous a bousculé pour le meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore plus proche et plus sincère dans notre engagement, justement parce qu'on s'est posé toutes ces questions et qu'on est passé par beaucoup d'inconfort. Et là, du coup, tu apprends à aimer vraiment toutes les facettes de ton partenaire. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. C'est aimer sincèrement, c'est être là pour la personne telle qu'elle est aujourd'hui et pas pour ce qu'elle pourrait devenir. Oui. Et ça demande un travail de fou. Ce qui n'empêche pas d'être là au quotidien, de la booster, de la driver et tout. Mais ouais, ça demande un et alors, vrai pourquoi travail. est-ce que aujourd'hui, avec Supranormal, j'ai l'impression que tu as envie d'aider à l'échelle, donc de toucher quand même beaucoup de gens? C'est peut-être j'ai mal compris. Pourquoi est-ce que tu fais pas de l'accompagnement individuel comme Eric? En fait, on va jouer un peu sur deux tableaux. On va jouer sur le média on va lancer un podcast aussi pour essayer d'inspirer un maximum de gens à vouloir expérimenter le supranormal, voir ce qu'il y a au-delà de leur normal à eux. Okay. Et faire ce petit pas inconfortable vers peu importe ce que c'est pour chaque personne, tu vois. C'est pas forcément de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas forcément d'aller à l'autre bout du monde, tu vois. Ça peut être demander sa femme en mariage. Demander sa femme en mariage pour certaines personnes, je sais pas, d'aller faire un cours de danse si c'est ça, ou de faire une retraite avec Eric, tu vois, j'en sais rien. Mais et derrière, on va lancer un club qui va s'appeler le Supranormal Club. C'est encore en cours, là, je sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais ça va pas trop tarder. Pas tout de suite. Et en mai. Plutôt en mai, j'espère qu'il sera sorti en mai, le club. Et dans le Supranormal Club, on va pousser les gens à venir vivre des expériences dans le réel, tu vois. En plus petit comité, pour se rencontrer et pour essayer de connecter vraiment à une échelle plus locale, tu vois. Donc je vais jouer un peu sur deux tableaux, le média qui sera aussi mon système d'acquisition, si on parle plus business, tu vois, et le club dans lequel là on va essayer de favoriser un maximum les connexions humaines réelles, quoi. Et comment tu mets le virtuel ensuite au service du réel, c'est un peu le sujet de cette boîte, tu vois. Pour ça, il y a le framework ACP, audience, communauté, produit. De dire, tu pars de ton audience, et du coup, le plus important, c'est de construire ton média. De ce média, créer une communauté, c'est-à-dire des gens engagés qui viennent et qui ont envie de s'investir.
Et de ça, tu peux avoir des produits, un ou plusieurs produits. Dont les retraites, les Exactement, événements, qui etc. correspondraient à leurs besoins et qui aident les gens à cheminer par rapport à ce que tu as envie de leur apporter. Bon, c'est bon, j'ai tout juste sur le framework alors. Ouais, exactement. Et ça marche bien. Très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça part aussi des besoins des gens. C'est pas que toi, ta vision. Et tu vois, ce que j'entends dans le supranormal, c'est qu'en fait, chacun a son supranormal. Oui. Ça, je trouve ça génial. Parce que c'est un peu le contre-mouvement du gourou, où le gourou a son idée, sa vision, et il dit c'est ça qu'on doit suivre comme règle. Toi, tu dis ben non, mais en fait, chacun a sa règle. Et c'est ça. Et moi, je vais plutôt vous aider à cheminer. Exactement. C'est comment tu crées ton jeu dans le jeu avec tes propres règles et nous, on sera des catalyseurs là-dedans et on va proposer des expériences parce qu'on sait qu'elles sont un petit peu en dehors de la norme, tu vois. Moi, j'ai passé 24 heures avec Wim Hof, tu vois. Je sais que c'est un truc qui est assez original et qui peut créer des déblocages chez plein de gens, tu vois. Donc nous, on va suggérer des choses, mais plein d'expériences différentes. Et ce sera à chacun après d'aller piocher ce qu'il a envie de faire. Et l'idée dans ce club, c'est de créer un élan. Un élan un peu bienveillant, de se dire tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on fera des défis tous les mois ensemble. Et comment est-ce que du coup tu as trouvé ta place dans ce projet? C'était la suite logique pour toi? Comment c'est arrivé? Ouais, c'était pendant la grossesse de Valentine, tu vois, j'ai ralenti, j'ai arrêté, je me suis posé, on a moins voyagé et je cherchais un peu mon étape d'après. Et j'avais envie aussi de retirer le focus de la caméra qui était très braqué sur moi, de le dévier un petit peu, de voir comment je peux le mettre un peu sur les autres. Et donc les autres, c'est une équipe avec qui tu travailles? C'est plusieurs choses. C'est déjà dans le média, c'est plus forcément moi qui vais tout incarner. Okay. Pareil, le format podcast, ça va être centré un peu sur un invité, tu vois, comme là. Je construis une équipe avec Supranormal. Je suis plus tout seul en mode solopreneur. Tu sais, cette tendance sur LinkedIn de créer des boîtes d'une seule personne. Alors, je veux pas forcément une grosse équipe, mais j'aime bien l'idée de retravailler ensemble. Alors que pendant longtemps, je le voyais vraiment comme une grosse contrainte et je voulais surtout pas ça. Ouais. Et ensuite, je me suis perdu. Je sais plus ce que je te disais, comment est-ce que tu as trouvé... à quel moment tu t'es dit, ok, c'est ça ma prochaine étape, c'est là où je vais trouver du sens et... Oui, du coup... Parce que tu as eu beaucoup... Ce que j'ai l'impression, c'est que ça a eu beaucoup une quête personnelle d'introspection. Ça t'a amené du contenu. Et à un moment, tu dis, en fait, je vais pas seulement digérer ce contenu, mais je vais amener d'autres gens à faire cette quête. Oui, c'est ça. Et c'est là où je voulais en revenir. Merci. Donc, j'ai fait ce cheminement un peu personnel. J'ai beaucoup incarné tout ça sur les réseaux. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, comment je peux changer un peu le focus et amener les gens à vivre aussi ces expériences-là. Ça va être l'objectif du club, tu vois. Mais ma question, c'est d'où est-ce que ça vient? C'est venu au fur et à mesure? Il y a eu un moment, comme tu disais, un angle à 90 degrés? D'où est-ce que ça vient? Ouais, je pense que c'est peut-être la paternité, je sais pas. Mais il y a de ça dans le fait de m'installer, dans le fait de me dire j'ai moins d'énergie moi pour relever tout un tas de défis, mais je sens que je peux être un catalyseur pour plein de gens, pour les aider. Et comment je crée un business aussi qui est aligné avec ce que j'ai fait par le passé, pas oublier ce qui m'a construit, qui est dans une suite logique, tu vois, de tout ça, ouais. Et mettre les autres un peu au défi, ça a du sens, sachant que j'étais en mode je relevais son challenge à travers le monde, tu vois, c'est ce qui m'a fait connaître en tout cas. Et comment ça peut être utile aussi dans le monde, quoi. Tout ça, comment je peux apporter un peu cette expérience-là. C'est drôle parce que quand ma fille est arrivée, je me suis posé un peu les mêmes questions, tu vois. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'elle est là. Et juste avant qu'elle arrive, j'ai quitté ma boîte. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et demain, quand je le raconterai, qu'est-ce qui me fera me dire, ok, je me sens utile et j'ai l'impression que j'apporte quelque chose au monde. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de décentrement. Alors, c'était plutôt dans l'amour, mais en fait, dans la relation de parents, c'est pareil, j'ai l'impression. C'est au moment où j'ai commencé à me décentrer, me dire, oh waouh, il y a quelqu'un d'autre que moi, je suis plus la seule personne de mon monde, que je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je contribue. C'est important pour moi et je me dépasse enfin, entre guillemets. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à accompagner des gens et me dire, ça va être central dans ma vie, quoi. Ouais, t'as raison, il y a de ça, ouais. Il y a de ça dans la paternité parce que c'est le moment où si on reboucle sur l'amour, où tu aimes inconditionnellement quelqu'un d'autre que toi. Ouais. Et là, il n'y a pas de faux semblant, quoi. Non.
Et ça t'oblige d'un coup à ton attention à les porter ailleurs, quoi. Et tu vas pas laisser, enfin, tu vas pas dire, bah, ma fille, démerde-toi, papa il a besoin de dormir à cette nuit, tu vois. Non, tu te lèves et tu vas, et Tu vas tu la t'en changer. occupes, tu vois, et c'est ça. Euh, donc, ouais, c'est sûr que ça a cet impact-là. Moi, ça m'a rendu aussi, ça m'a mis une forme de petite pression positive sur le fait de quelle image je vais lui renvoyer et dans quel environnement elle va grandir. Et comment je peux l'inspirer à elle poursuivre une vie qui lui ressemble, tu vois. Et je me dis, ça passe déjà par moi l'incarner et par créer un cadre dans lequel elle pourra vraiment explorer librement, tu vois. Euh, et je pense que si elle me voit travailler sur Supranormal, si elle me voit faire des retraites, si elle vient participer de temps en temps, si elle me voit continuer à faire du sport et tout ça, ça va... Je veux pas qu'elle grandisse avec toutes ces fictions que moi on m'a mis dans la tête quand j'étais petit, tu vois. Ouais. J'aimerais qu'elle puisse se Mais en faisant construire la ça, tu sienne. vas aussi lui filer des fictions, en fait. Je vais lui enfiler, ouais, ça c'est clair. De toute façon, on file toujours un bagage. Ce que je veux à dire, c'est son que même enfant. la liberté, ça finit par devenir une injonction. Ou la liberté d'explorer, etc. Bah, tout dépend la définition que tu mets dans la liberté, tu vois. Être libre au sens n'avoir aucune contrainte, oui, c'est une vision de la liberté. Mais tu peux voir la liberté comme le fait de choisir ses propres contraintes. Et si elle a cette injonction-là et cette fiction-là, je serais très heureux, tu vois. Parce que je sais que c'est quelque chose qui, globalement, contribue au fait d'être aligné, heureux, et voilà, tu vois. Par exemple, là, je me mets des doses au sport en ce moment. Je me sens très aligné en le faisant, mais c'est hyper contraignant, tu vois. Ouais. Mais je me sens libre de le faire. Ouais, je comprends. Oui, et puis il y a un rapport à l'effort quand même dans ce que tu racontes. Je sens dans le sport, mais dans à quel point je me mets en difficulté ou je sors de ma zone de confort, tu vois. Ouais, carrément. Bah, c'est marrant d'aller à cette limite, tu vois, de voir ce qui se passe. Parce que tant que t'es à l'intérieur de la limite, t'es dans ton normal. Ouais. Donc, le piège de ça, c'est de élargir en permanence ta zone de confort et de jamais t'arrêter, tu vois. Et d'aller toujours à l'étape d'après et de jamais être dans le contentement. C'est le truc que j'ai pas encore réussi à craquer, je trouve, dans Supranormal. C'est quand est-ce que ça s'arrête, le Supranormal, tu vois. J'ai pas encore la réponse. I don't know. Mais peut-être que dans ce que tu racontes, il y a ce truc de ok, j'ai conscience que j'ai pris des décisions qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, et ces décisions et ce quotidien me plaît. Là, j'arrive à la fin de. Enfin, peut-être que sur ce pilier-là, je vais m'arrêter. Ça sert à rien que j'aille chercher plus loin. Ouais. Peut-être que la réponse, c'est l'alignement. C'est tant que t'es en phase vraiment avec ce que tu fais, que ça t'épanouit et que ça contribue personnellement ou dans ta communauté, alors c'est une voie à poursuivre. Peut-être. Je sais pas. Ouais, je pense toujours à cette image qui vient de Greg McKeown, qui avait écrit L'essentialisme. C'est-à-dire que si tu te développes dans toutes les directions, en fait, tu vas peut-être prendre 1 centimètre de plus entre guillemets, dans ta zone de confort. Ouais. Et si tu cherches un sujet sur lequel tu as vraiment envie de bosser, bah, tu vas peut-être prendre 20 km sur ce sujet précisément et pas développer le reste. Et donc, c'est-à-dire, au lieu de disperser mon énergie et un peu de gaspiller mes efforts à faire grandir ma zone de confort, je vais plutôt chercher continuellement un pilier sur lequel j'ai envie de travailler. Et c'est parce que je me focus sur un sujet à la fois qu'en fait, je pourrais vraiment faire. Ouais, tu le fais en étoile, quoi, exactement. progressivement. Je pourrais vraiment faire changer les choses. Je trouve ça intéressant. C'est un peu les généralistes versus les spécialistes. Ouais, mais dans ta quête perso. Ouais, dans ta quête personnelle, ouais, c'est intéressant. C'est drôle qu'on parle autant de parentalité parce que moi, quand j'ai eu ma fille, au début, je me suis beaucoup dit, ok, c'est quoi le modèle de père que j'ai envie d'avoir ? Et j'avais un peu du mal à retrouver. Je pense que je voulais beaucoup faire scission avec la génération précédente. Je m'étais dit, ok, c'est quoi les pères que je trouve inspirants ? Et à quel genre de père j'ai envie de ressembler, tu vois ? Ça veut dire quoi pour moi ? T'as réussi à répondre à ça ? Non, mais je trouve de plus en plus d'exemples, quand même, de gens qui ont à peu près mon âge ou un peu plus vieux et qui proposent un nouveau modèle. Là, je pense à Antoine Bachès, je sais pas si tu m'écoutes, mais il a 3 enfants, il a peut-être 36 ans, tu vois. Ouais. Et il bosse en soloprenariat quelques jours par semaine pour avoir du temps pour ses enfants, faire des projets avec eux ou faire des projets pour eux. Trop bien. Et je trouve que c'est une très belle image de en fait, j'ai aussi le droit de me régaler dans ma parentalité. Ouais. J'ai aussi le droit de m'amuser avec et sans eux. Et en fait, ça sert à rien que je me castagne, entre guillemets, pour leur filer une vie qui pourrait les régaler. Il vaut mieux qu'ils me voient heureux dans mon quotidien et dans ce que j'entreprends, parce qu'en fait, c'est le meilleur cadeau que je peux leur offrir, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Donc, j'ai pas d'exemple précis, tu vois, mais je pense que Ouais. j'ai plein de petits exemples comme ça qu'avant je remarquais pas, ou alors que je me disais, ou sur lesquels je me disais, bah non, mais ok, il y a des trucs que j'aime bien chez lui, mais bon, tout n'est pas à apprendre. La réalité, c'est que ce sera toujours le cas, tu vois. Ouais, je vois très bien. Il a Bah, pas un saint patron des nouveaux papas. dans notre génération, c'est. t'as, t'as un peu des modèles, je trouve, au cinéma, tu sais, comme Interstellar ou quoi. C'est pour ça que t'as tous les mecs de 30-35 ans, là, en ce moment, tu leur dis, c'est quoi ton film préféré? Ils vont tous te répondre Interstellar, tu vois. Parce qu'il y a un peu ce modèle du papa qui veut sauver l'humanité, mais qui reste très ému quand il voit que sa fille grandit. C'est suite à l'épisode de la Ouais. relativité qui nous a tous fait chialer. C'est assez marrant. Mais c'est marrant, quand ma fille est arrivée, je me suis posé la même question. Est-ce que j'ai des rôles modèles en tant que père qui pourraient m'inspirer au père que j'aspire à devenir? Ouais. Et j'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question. C'est Valentine qui me l'avait posée. Moi, j'avais dit, est-ce que tu as des rôles modèles de maman? Et elle m'avait dit, toi de père. Et j'étais Oh, wow. super dur. En tout cas, pas le mien. Enfin, moi, j'ai grandi sans mon père. Et en fait, je me suis creusé la tête et tout. Et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai des drôles d'inspiration, tu vois. Je suis allé chercher J'ai commencé par. Ma première réponse, c'était Jackie Chan. Je te jure. Parce que quand j'étais petit, j'ai grandi avec tous les films de Jackie Bah Chan. ouais. Et aujourd'hui, quand je le vois, j'ai un peu l'impression que c'est le grand-père cool, tu vois. Enfin, je sais pas, il m'a pas mal inspiré. Et après, j'allais chercher dans les mangas aussi un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été. J'ai regardé pas mal de mangas quand j'étais plus jeune. Enfin, d'animé, tu vois. Et lu de mangas. Et j'avais toujours eu un attachement particulier au personnage un peu vieux, tu sais, le vieux sage, La transmission, quoi. ouais, la figure un peu paternelle, le mentor, C'est le mec Maître avec la grosse Shifu. barbe. Ouais, exactement. Tu vois, j'ai toujours eu un peu cette affection particulière pour ces personnages-là. Et après, j'ai commencé à regarder un peu autour de moi, dans mon quotidien. Je trouvais assez peu pareil, d'inspiration dans ce que je voyais, jusqu'à rencontrer Kylian Talin, qui est Ouais. le gars qui a fondé la Maison des Créateurs avec sa femme Laetitia. Et c'est un lieu qui réunit des créateurs toute l'année, dans lequel on peut venir se reposer, travailler, connecter. Donc il y a des chalets, il y a une grande grange avec un espace de coworking où les gens peuvent se rencontrer. Il y a un lac, 2 moutons, bientôt des alpagas, des poules. Voilà. Et c'est là-bas où j'ai construit ma tiny house. Ok. Et j'y allais souvent entre 2 voyages. Et quand Pour te ressourcer, c'était ouais, un pour lieu me de chute, quoi. ressourcer. Ouais, c'était un peu un de mes lieux de chute en France. Et la première fois où j'y suis allé, ils venaient tout juste d'avoir une petite fille qui s'appelle Aileen, qui aujourd'hui a 3 ans. Et à chaque fois que je discutais avec eux, ils me disaient, mais vraiment, la parentalité, c'est pas si difficile. Enfin, tu vois, nous, on le vit bien. Ça ne nous empêche pas d'entreprendre, de prendre des risques. Ils venaient d'acheter le lieu au moment où elle est née, tu vois. Et en fait, ils m'ont montré un modèle où quand je les vois interagir avec Aileen, je me dis, mais c'est génial, en fait. Tu vois, c'est possible. Ouais. Ça va pas être difficile. Ça m'a vachement rassuré, en tout cas, sur le fait d'aller dans cette direction-là. Et aujourd'hui, je suis papa et je me retrouve vachement là-dedans. Je dis, mais c'est pas si difficile, c'est ok. Ça m'a pas empêché de lancer une nouvelle boîte, tu vois, de prendre des risques. Ça change ton environnement, c'est sûr. Mais voilà, donc Kylian, ouais, un vrai modèle de parentalité. Voilà, et puis sa fille, elle est tellement éveillée maintenant, c'est génial, quoi. Ouais, ça va être impressionnant de voir du coup ce que des gens aussi, on va dire éveillés, mais proposent à leurs enfants et de voir comment ces enfants grandissent. Ouais, ça va être marrant. Enfin, tu vois, ce que moi je vois qui est très très différent avec la génération d'avant, c'est le lien aux émotions, la proximité à ça. J'en ai beaucoup parlé avec un autre invité qui s'appelle Emery, qui a 2 filles qui doivent avoir 15 ans et 13 ans, tu vois, qui pendant les 25 ou 30 premières années de sa vie a tenu l'armure, il avait tout dans son costume pour surtout pas montrer ses émotions, puis un jour il a craqué et il a vu que ça changeait toute sa vie et que tout était beaucoup plus facile, Ouais. en tout cas beaucoup plus vrai. Et du coup, il a essayé de créer ça avec ses enfants. Donc, ouais. pareil, quand je pense au rôle modèle, son histoire, elle fait pas mal écho. Et je me dis, ok, toi, c'est quoi ta relation aux émotions et comment tu le vis dans aussi ta parentalité? Tu y as déjà réfléchi? C'est marrant parce que là, je reviens d'une semaine à la Maison des Créateurs, justement. Ok. Et donc, j'y suis allé avec ma fille, avec Valentine. Et quand on est arrivé, j'avais acheté un cadeau pour Aileen. Donc, j'avais acheté une BD sur les émotions. Et quand je suis arrivé, eux, nous ont offert un livre musical, tu sais, pour les tout bébés, sur les émotions, où t'appuies et t'entends l'orage sur la tristesse ou sur la colère, t'entends différentes musiques sur l'amour, sur la joie, tout ça. C'était assez marrant. Du coup, on est un peu là-dedans
Moi aussi, c'est quelque chose, tu vois, pareil, je me vantais de jamais pleurer quand j'étais ado. Aujourd'hui, la moitié des films, ils me font verser une petite larme, tu vois, ou même des livres maintenant, c'est dire. Tu vois. Et ouais, c'est un gros sujet, pareil, qu'on a essayé de travailler sur le stage sur l'amour, tu vois, Ok. avec Valentine. Euh, Est-ce que tu sentais que tu avais un blocage? non, mais de se dire, je pense pas qu'on a un blocage au niveau de vivre nos émotions, mais parfois de les communiquer à l'autre clairement, tu vois. Ça, c'est plus dur, je trouve. Euh, Tu vois, on peut les ressentir dans le corps, les accepter par contre, mais attendre un petit peu que le vase déborde avant d'en parler à l'autre et dire non, mais là, j'ai vraiment besoin d'aide, tu vois, et où ça explose, quoi. Ou d'autres choses comme ça. Non, mais c'est des. C'est. Bah, c'est la cocotte minute, c'est de dire en fait, au lieu de demander de l'aide rapidement et du coup de faire sortir la pression au fur et à mesure, on Ouais. attend que ça explose. C'est ça, souvent. Et là, tout ça nous terrasse et évidemment c'est maladroit et potentiellement on blesse. Ouais. Alors, quand tu acceptes de vivre tes émotions, elle explose plus vite, la cocotte minute. Ouais, ou alors elle Enfin, explose pas, juste elle voilà. dégaze quoi. Ouais, ou alors elle se dégaze. Mais ouais, gros sujet. En tout cas, moi, dans ma famille, c'était pas un truc qu'on mettait vraiment en avant, tu vois. Et Bah, ça- c'était aussi lié à la génération. Mais ça se développe, je trouve, quand même. Même mes parents comprennent de mieux en mieux. Et, Ouais. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, ils Ouais. font le chemin maintenant, c'est ça qui est impressionnant. ouais, c'est trop bien. Bah, c'est sûr qu'on peut que leur souhaiter de faire ça. Ouais, c'est clair. C'est vrai que la société, elle évolue vachement là-dessus. Hein. T'imagines nos grands-parents avant. Bah, ouais. Tu vois, je réfléchis à moi, mon grand-père qui est décédé là il y a quelques mois et je l'ai rarement entendu dire je t'aime, si ce n'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Par contre, il Ah, c'est disait vrai. assez facilement je suis fier de toi. Ok. Ah, Et donc, en petit enfant, tu reçois ce truc de bon, bah, j'ai pas vraiment d'amour, mais mon amour, c'est plutôt la fierté. Et mon amour, en plus, est conditionné à la réussite. Tu vois, parce que la fierté, il dit pas je suis fier de toi quand tu fais rien ou quand tu fais une erreur. Il va dire je suis fier de toi quand tu ramènes des bonnes notes, quand tu. Je sais pas. Donc, est-ce que c'est de l'amour si c'est conditionné? C'est encore une question. Mais... Ouais, mais du coup, toi, tu perçois ça en enfant comme étant de l'amour. Et tu te dis ah, mais merde, en fait, il faut que je mérite l'amour de mes grands-parents parce que ils me disent pas forcément je t'aime, ou pas assez, ou pas comme je voudrais. Et quand ils me le disent, c'est parce que c'est lié à quelque chose que je fais et non pas à ce que je suis. Et là, tu te dis, oh waouh, bah en fait, moi, en ayant compris ça, je me suis dit, surtout mon enfant, je veux faire l'inverse, c'est-à-dire lui montrer que je l'aime inconditionnellement, vraiment pour ce qu'elle est, et qu'en fait, elle peut faire des erreurs, elle peut faire des trucs très bien. Bah, ça changera pas ce que je ressens pour elle, tu vois. Ouais, t'as bien résumé. Dur Les à gens pour faire, ce qu'ils je sont pense. et pas pour ce qu'ils font, quoi. Ouais. Euh, J'ai l'impression que sur Prénormal, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, parce que vous allez vous rapprocher de qui vous êtes, évidemment, ça va découler et vous allez faire les choses différemment. Mais c'est pas en cherchant à faire que vous allez trouver la réponse. Il y a quand même une notion de faire dans le supranormal parce que ça passe par l'action, quoi. Tu vois? Ouais, mais c'est pas l'action qui précède la réflexion. J'ai l'impression que c'est plutôt l'action, elle découle de ce que t'as introspecté. Euh, Dans, Peut-être dans ça. certains cas, oui. Euh, Mais je crois que quand même, il y a. Quand tu as des gros blocages ou quand tu pars de loin ou quand on a un ras-le-bol ou quand tu es en burn-out, quoi, il y a un moment donné où tu peux t'enfermer dans des réflexions interminables, Ouais, il tu faut vois. prendre une décision. Et à un moment donné, le faire peut façonner ton identité aussi. Et, euh, et c'est pour ça que dans Supranormal, dans le club, tu vois, on va pousser les gens à faire des trucs. Mm. Pas pour qu'ils se définissent par ces expériences, mais pour qu'ils créent un peu cette identité supranormale en eux, pour que ça puisse les aider Les à porter. faire de nouvelles choses, à explorer de nouvelles pistes, tu vois. Mais en tout cas, moi, je reste quand même très... sur l'amour, je suis d'accord, aimer les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. Mais en tout cas, le fait de se mettre en mouvement et de faire des choses, ça peut créer de l'être, tu vois. Et ça peut créer tout un tas d'identités. D'ailleurs, les identités, comme on a dit, ce sont des fictions. Et tu peux juste décider qu'à un moment donné, tu en as une parce que tu fais quelque chose. Par exemple, tu peux dire, bah voilà, demain je commence mon livre, à partir d'aujourd'hui, je suis écrivain. Et tu vas dire, je suis écrivain, tu vois. Je suis dans l'être, quoi. Et en même temps, t'as raison, ça va totalement te mettre en mouvement. Et ça va te mettre en mouvement, ça va te motiver à le faire. Euh, Est-ce qu'il y a des identités que du coup, t'aimerais porter aujourd'hui que t'aurais pas forcément? euh, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des identités que je n'ai pas encore? Je suis en train de développer une identité un peu de sportif / athlète, tu vois, mais
Alors peut-être pas athlète parce que je vais pas en vivre, mais en tout cas j'ai envie que ce soit vraiment très ancré dans qui je suis. J'ai envie que ce soit normal pour ma fille de faire du sport, de voir papa aller au sport tous les jours, tu vois, et que ce soit pas le truc qu'on fait 2 fois par semaine parce qu'il faut le faire. Donc ça, c'est une identité que j'essaie de développer. Et du coup, ça vient tacler d'autres sujets comme la nutrition, etc., où je sens que je suis encore en résistance sur certains sujets, tu vois. Donc là, je suis en train de vraiment creuser comment je peux créer des routines pour mieux manger, pour atteindre mes objectifs. Oui, en plus, ça touche tellement de phases, parce qu'après, tu as du coup l'alcool, le Ouais. sommeil. Bah, l'alcool, typiquement, j'ai arrêté il y a 1000 jours, là. Ok. J'ai mis un post il y a pas longtemps en disant ça fait 1000 jours que je suis sobre. Ah, wow. Donc ça, c'était une identité que je voulais plus. Mais tu vois, je te donne un exemple intéressant de cristallisation d'identité. J'étais un gros buveur, enfin je faisais la teuf et tout quand j'étais en école d'ingé. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter complètement. Enfin, j'ai déjà essayé de réduire. Non, c'était après mes voyages, quoi, okay. il y a 3 ans. D'abord, j'ai essayé de réduire, mais je me suis rendu compte que chaque situation devenait une négociation intérieure si est-ce que le moment ou non mérite que je boive une bière, quoi. Finalement, j'ai dit, allez, vas-y, je m'engage publiquement, j'ai mis un post, j'arrête l'alcool définitivement. Bon, 300 000 vues plus tard, je me suis dit, si maintenant quelqu'un me voit avec une bière, je passais pour un blaireau, quoi. Et du coup, j'ai tenu bon, tu vois. Ça a été dur les 100 premiers jours, puis progressivement, ça s'est déprogrammé de mon cerveau. Aujourd'hui, j'ai vraiment plus aucune envie de boire, quoi. Vraiment, ça me... Je prends une carte au resto, je le vois même pas, tu vois, les cocktails ou quoi. C'est déprogrammé. J'ai l'impression que ça n'existe plus dans ma vie. Même si dans ma famille, on continue de me proposer sans arrêt du champagne et tout. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je suis presque en train de cristalliser cette identité de sobre, quoi. Ouais. Ce qui est fine, c'est très utile pour moi. Je préfère largement cette identité que l'alcoolo, quoi. En revanche, j'ai pas envie de la cristalliser. J'ai pas envie qu'elle me définisse complètement. Et donc, à un moment donné, je suis allé dans un resto et j'ai commandé une bière, tu vois, en me disant, juste, je veux casser ce truc de putain, je me définis par le nombre de jours où je suis sobre, tu vois. Ouais. Et donc, je suis allé boire une bière, il y avait personne, tu vois, j'ai pas fait un post ou une story en mode c'est bon, j'ai fait ça, machin. Et voilà. Et là, il y a plus si longtemps, je sais plus, j'étais à la maison des créateurs et tout, j'étais avec Kylian et il y avait une bouteille de cidre. Et, bon, tu vois, c'est pas très. Mais bon, moi, j'étais vraiment en tolérance zéro, quoi. Mais du coup, tu l'as autorisé. Et du coup, à un moment donné, tout le monde boit un petit verre de cidre et là, je vois que j'en ai envie. Et je me dis, ben merde, je veux plus être cristallisé dans mon identité. De toute façon, je me suis envoyé une radler. Bon, c'était une bière à 2 degrés, j'avais fait une radler. C'était juste pour marquer le coup, quoi. Ouais. Parce que je faisais des cauchemars de je bois plus. Et... Non, de quelqu'un a mis de l'alcool dans mon verre, je bois sans faire exprès et dire putain, mais tu te rends pas compte, ça fait tant de jours que j'essaie d'être sobre et là, tu viens de niquer mon truc, tu vois. Ouais. Donc ça mettait une pression de. Il fallait autant le casser tout de suite, quoi. Ouais, alors que j'ai zéro envie de boire, tu vois. Mais je te jure, dans mes nuits, rêve récurrent. Ça m'arrivait tous les mois, j'avais ce rêve où il se passait une dinguerie, où je mettais une cuite ou quoi, ou n'importe quoi, et je me réveillais le lendemain avec le seum absolu de ne pas avoir tenu mon engagement, tu vois. Donc pour casser cette identité, je suis allé boire une bière, et après là, il y a pas si longtemps, j'ai bu un verre de cidre, et j'étais en mode totalement fine, tu vois. Ouais. Et ça veut pas dire que je vais me remettre à mettre. Oui, en vrai, t'es sobre. Enfin... Je bois pas d'alcool, tu vois, ou genre une fois par an, quoi, ou là, en l'occurrence, quoi. Mais c'est ça ce que je voulais dire. Moi, j'ai casser ses identités. Je suis d'accord. J'ai eu beaucoup l'identité de végétarien. Ça fait 8 ans que j'ai arrêté de manger de la viande, tu vois. Et récemment, ça m'a vachement questionné. Est-ce que je dois à 100% arrêter ? Est-ce qu'il y a des moments où c'est OK de manger de la viande ? Ou des situations, des contextes quand la viande, elle est bien éduquée, machin, toute nature. Et en fait, t'en viens à l'intérieur de toi, à négocier, à dire c'est quoi les moments qui sont OK, c'est quoi les bons arguments, c'est quoi les mauvais. Ouais, c'est ça. Alors que en fait, partout ailleurs, les raisons pour lesquelles je mange pas de viande, je peux les contrer avec un comportement. Je sais pas, si je prends l'avion, tu vois. Bah en fait, il vaut mieux que je mange une fois de la viande que pas prendre l'avion. Mais... Ouais, c'est clair. Et c'est sûr, je suis d'accord avec toi qu'au final, l'identité, elle peut vraiment t'enfermer si ça devient une règle, quoi. C'est ça. En fait, c'est pratique la règle pour déprogrammer l'envie. C'est-à-dire que tu n'as plus envie de t'envoyer un beefsteak tous les midis ou que tu n'as plus envie de te boire une bière à chaque fois que tu es en terrasse, tu vois. Mais une fois que tu as déprogrammé cette envie-là, de presque enlever la règle pour te dire, maintenant je suis arrivé par l'envie, mais il se trouve que j'ai pas envie d'alcool, tu vois. Et du coup, je m'enferme dans rien. Et je peux me créer de nouvelles identités. Je sais pas, tu vois, imagine demain, je sais pas, t'es appelé pour tourner dans Peaky Blinders et en fait, tout le monde se fait du whisky, tu dis vas-y, j'ai envie de me mettre dans le lot, mais en fait, j'ai cette règle, donc je peux pas, tu vois.
En fait, j'en sais rien. Moi, je dis n'importe quoi là, mais. En fait, c'est ce que tu dis depuis le début. C'est je peux prendre des décisions quelles qu'elles soient. Il faut juste que ce soit en conscience. Oui, c'est ça. Et il faut pas que je m'enferme dans une règle quelle qu'elle soit, dans un sens comme dans l'autre. Exact. Mais les règles peuvent être utiles. Un temps. C'est sûr. Et j'ai bien aimé ton idée de dire la règle, elle t'aide à réduire l'envie jusqu'à ce que ça sorte de ta matrice, en fait. Ouais. Ou de créer l'envie, notamment dans le sport, par exemple. Tu vas te mettre une contrainte en mode vas-y, il faut que j'aille vraiment courir 3 fois par semaine jusqu'à ce que je devienne un peu coureur parce que j'ai envie de créer cette identité-là. Parce que je prépare un marathon, par exemple. Et après ton marathon, tu décides. Tu dis est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ou pas ? Est-ce que j'en ai envie ? Ou est-ce que je le fais par contrainte et vraiment, en fait, je suis pas aligné avec cette identité-là, quoi. C'est très clair. Ma dernière question, c'est... je vois que le temps file. Ouais, c'est... est-ce que tu travailles sur ce sujet-là au sein de Supranormal ? Et est-ce que tu vas aider les gens à avoir ces réalisations, à porter ces étiquettes, à endosser des responsabilités comme ça ? Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse à ce point-là ? Ou une manière de faire plutôt ? Je pense qu'avec Supranormal, si vraiment je simplifie l'approche qu'on a, c'est le média a pour but d'inspirer, le club a pour but de le vivre, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas l'ambition de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou autre. Je veux plus me positionner comme un... Je propose, tu vois, et puis les gens disposent. Et Ma question, c'est du coup, est-ce que tu comptes proposer cette partie justement de recherche identitaire ? J'en sais oui, rien. Il y a une identité que j'ai envie de pousser les gens à avoir, c'est de devenir supranormal. Ok. En fait, le raison. mot... J'ai passé pas mal de temps à le chercher, ce mot-là. Parce qu'en fait, je voulais un mot qui puisse être incarné dans différentes langues, déjà. Supranormal, ça dit pareil en anglais, si tu veux. Et qui puisse incarner un mouvement de par le mot. C'est-à-dire, le mot inclut sa propre définition, tu vois. Et ce que j'aime bien avec ce mot, c'est que ça peut être un adjectif, ça peut être une identité, ça peut être plein de choses. Tu peux dire je vais faire quelque chose de supranormal ou je suis supranormal, tu vois, ou je vais vers le supranormal. Et c'est un peu l'identité qui va définir ce mouvement et j'aimerais pousser les gens à construire cette identité. Tu vois, j'adorerais créer une casquette avec marqué supranormal et quand tu rejoins le club, tu mets la casquette, tu vois. Avec plaisir. Je suis client. Tu seras client si tu veux. Vas-y, je t'inviterai dans le club. Ce que moi j'aime bien, ça me fait penser dans Suits, tu sais, Harvey Specter, il dit la vie c'est ça et moi je veux ça. Et c'est un peu ça, ce truc de dire je vais pas me contenter d'être en fonctionnement automatique, d'être sur la rail de tout le monde, d'être dans ce qu'on attend de moi. Et je vais vraiment me questionner continuellement ok, qu'est-ce que je veux vraiment et comment est-ce que j'y vais. Ouais, il y a de ça, ouais. Il y a de ça, c'est d'aller vers une vie plus intentionnelle, sortir du mode automatique, sortir de la pièce de théâtre dans laquelle on joue en permanence avec ses costumes, avec ses masques, avec ses rôles, et de se demander est-ce que je peux pas écrire mon propre script, tu vois. C'est intéressant. Allez, j'ai mis la punchline à la fin, là. Ça part en reel. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Est-ce qu'on peut t'écrire si jamais on a des questions ? Ouais, ben sur tous mes réseaux, c'est Ulysse Lubin. Voilà, là je vais être un peu plus actif sur Instagram prochainement. Sinon, j'ai ma newsletter sur ulysselubin.com et puis bientôt sur Supranormal. Oui, normalement, au moment où cet épisode sort, t'as presque lancé ou... Ouais, ce sera en cours, quoi. Okay. Mais j'espère qu'on sera référencé. Si quelqu'un tape Supranormal sur un réseau social ou sur Google, j'espère que ça sortira, quoi. Je te le souhaite. Ça existe déjà ? Ouais, ça existe déjà. Il y a une première version. Après, là, Je veux dire, le nom Supranormal, il y a déjà des projets qui ont ce nom-là, peut-être ? Alors, il y en a pas. J'ai fait une grosse recherche en amont. C'est le moment. J'ai rien trouvé. Après, évidemment, j'ai tout déposé, j'ai acheté les noms de domaine, etc. Il y a du super normal. C'est un outil, je crois, d'IA. Il y avait Clem Kikour qui a fait une vidéo YouTube qui s'appelle Ultra Normal. Mais supranormal, j'ai rien trouvé. En tout cas, de très probant. Ok. Donc, j'ai décidé que j'allais me l'approprier. Et est-ce qu'on peut trouver ton manifeste quelque part ? Enfin, ta vision ? Ouais, supranormal.co/manifeste. Ok. Ça existe déjà, je peux y aller. Ça existe déjà, ouais, il a été mis en image et tout. On a fait un truc assez stylé. Et c'est comme une petite nouvelle. Et le premier, ça part d'un principe qui est le normal est une fiction. Et après, on essaie de le redéfinir pour arriver vers le supranormal. C'est écrit un peu comme des aphorismes. C'est très facile à lire. T'es un peu le disciple d'Eric, du coup.
Parce que on essaie de continuer ce qu'il a à transmettre. En tout cas, c'est un gars intéressant. Tapez Éric Leroy, il a plein de stages intéressants à creuser. Ne vous fiez pas au site web, il est pas beau, mais Peut-être que je le recevrai sur le podcast. peut-être que je te conseille de l'inviter. En tout cas, moi, Ouais. j'ai prévu de l'inviter sur Supranormal. J'aimerais bien faire des épisodes à thème avec lui, il faut que je lui propose. Je vais faire un épisode sur l'amour, les relations, un épisode sur l'ego, un épisode sur la mort, un épisode sur... Enfin, que ça devienne un peu un invité régulier. Faut qu'on en parle, Eric, là. Je sais pas si tu m'écoutes, mais... Bon, bah, trop cool. Merci en tout cas de t'être prêté à l'exercice. Merci à toi. Franchement, je trouve ça trop intéressant. J'aurais évidemment plein d'autres questions, mais... Mais le temps rester dans presse. Le temps presse, on va rester te faire dans la dégager contrainte du studio. temporelle. C'est tout bon? Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est très bien. Merci pour l'invitation. À bientôt. Allez, Ciao. salut.